Eh ben, donc on va démarrer. Donc l'étudiant s'appelle Marc. On va aller regarder Marc, ça suffit. Donc, moi j'ai un parcours professionnel qui est à la fois issu de l'éducation populaire. On en parlait, puisque j'ai démarré plutôt comme animateur socioculturel. Après, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la politique de la ville. Donc, la politique de la ville, vous voyez ce que c'est, les quartiers prioritaires, les quartiers sensibles, etc. Sur des postes qui étaient plutôt généralistes, c'est-à-dire sur les questions sociales au sens large. Et puis après, je me suis spécialisé petit à petit beaucoup sur les questions culture, liées justement à la politique de la ville, ce qui pouvait se faire dans les différents territoires prioritaires et sensibles. Et puis après, je me suis spécialisé aussi sur des questions de lien entre la culture et les problématiques de développement durable, développement soutenable, développement désirable, les territoires, enfin bref, tout un tas de choses qui se sont développées, qui sont d'actualité encore aujourd'hui. Donc tout ça à la ville de Lyon, ensuite à la métropole de Lyon, puis après j'ai fait un bout de carrière de consultant indépendant, et effectivement depuis la fin de l'année dernière, je suis de nouveau à la ville de Lyon pour monter une politique jeunesse, puisque on a une grande ville qui est la ville de Lyon sans service jeunesse historiquement, donc il n'y a pas de politique jeunesse en tant que telle dans cette ville. Voilà un peu, donc j'ai un parcours un peu avec différentes... j'ai pu voir différentes choses, avoir différents types de compétences. Pour aujourd'hui, comme vous êtes dans un cycle université populaire sur les questions de culture, c'est la thématique de l'ensemble de l'année, quand j'ai été interpellé, je ne sais plus, la demande était plutôt sur les droits culturels, mais je ne sais pas si c'était formulé comme ça au début, donc droits culturels. Alors, la question des droits culturels, du coup, on va la traiter, mais tout à la fin presque de mon intervention. C'est quelque chose qui est en fait super compliqué. Enfin, qui peut être très simple et qui peut être très compliqué parce que ça génère tout un tas de débats, de manières de comprendre. Certains parlent on a tous une manière d'interpréter, il y a la question de notre capacité à interpréter son droit culturel. Donc bref, c'est super compliqué. Et donc l'idée, plutôt pour moi, c'est d'essayer de faire simple, d'essayer de faire le plus simple possible. Et donc pour parler de droit culturel, si on ne s'entend pas d'abord sur ce que c'est que la culture, on ne va pas s'entendre sur la question des droits culturels. Donc la proposition que je vous fais ce soir, et on va y passer un grand moment, en fait. Je voulais un grand tableau, et le tableau est plus petit que ce que je voulais faire. Alex, c'est pour ça que c'est important. Enfin, si vous souhaitez encore bouger et vous rapprocher, on peut le faire, mais donc on va passer vraiment, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure. J'aimerais bien qu'on arrive à passer ce temps-là ensemble, où moi je ne vais pas parler, en fait. Et je vais vous demander à vous de me dire, quand on parle de culture, tout ce que ça vous évoque. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous, chacun et chacune d'entre vous, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot culture? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Je ne demande pas des définitions, des concepts, des choses comme ça, mais de la manière la plus spontanée possible, on va creuser ce mot de culture à partir de ce que vous allez me dire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est participatif, parce que moi, si vous ne dites rien, je ne dis rien non plus. Comment? Et on rentre tous à la maison. Voilà. Parce que derrière ce mot culture, ce qui me semble important, c'est qu'il y a vraiment, c'est vieux comme le monde, ce que je dis. Derrière le mot culture, il y a plein de choses différentes. On l'entend tous de manière très différente. Donc on va essayer de le décortiquer ensemble à partir de choses les plus simples possibles que vous aurez à me dire. Vous êtes d'accord? Et bien voilà, je vous laisse démarrer.
Donc on part pas sur des choses compliquées, hein, des choses les plus simples possibles. Et à chaque fois, je vais le noter sur les tableaux. Je vais me laisser parfois la possibilité de mettre des jokers que je vais mettre là. Et puis on reprendra. Alors je vais écrire tout petit. C'est pas tellement important. Enfin, vous verrez après ce qui va se passer. Oui, je vous écoute. Oui, moi je pense que c'est tout ce qui peut faire évader de la vie bassement matérielle. Alors, l'évasion. Ça vous va si je mets juste évasion? Oui, on ne pense plus du tout à notre vie ici et là. Allons-y. C'est petit, hein? C'est pour ça que si vous voulez vous rapprocher. L'évasion. Tout, alors, allez-y, large. Hein, qu'est-ce que c'est? L'identité, comment on se définit, sa culture. Une des manières de se définir. Alors, le mot identité. Ou de se définir. Voilà. Pour moi, c'est ce qui rejoint la création artistique, parce que quand je pense au peuple préhistorique, ils travaillaient peut-être une partie de la journée pour assouvir leurs besoins primaires, mais ils faisaient aussi, ils ont fait des créations picturales, ils jouaient de certains instruments de musique, de la flûte. Pour moi, c'était déjà de la culture, donc tout ce qui ne relevait pas des besoins primaires. Ok. C'est s'exprimer et recevoir la parole, l'expression de l'autre. Il y a un côté. Qu'est-ce qui s'exprime? C'est que chaque individu puisse s'exprimer, exprimer qui il est et sa créativité, et en même temps recevoir, être attentif à celle des gens autour de lui et de la société. Expression, réception. Oui. Ça vous va? L'ouverture au monde. L'ouverture au monde. Ok, je vais mettre un joker, je commence. L'ouverture au monde. Je pourrais le mettre ailleurs, mais... Une découverte. Une découverte? Oui. Pour qui? Pour nous? Pour nous et les autres. Mais d'abord pour nous. Ok. C'est le 7e art, Le 7e art. le cinéma, le théâtre, la musique, tout ce qui est la danse, tout ce qui est artistique en fait. Et la lecture. Et la lecture, tout ce qui peut faire passer du temps. Vous avez dit autre chose que j'ai pas noté? Non? Théâtre, musique, la danse, lecture, la danse. Partager des émotions. Des émotions. J'ai déjà fait cet exercice et c'est rare que ça parte sur des choses comme ça. Mais c'est pas... Je prends tout de toute façon. Moi j'aurais dit bien commun. Un bien commun. Un bien commun. Ça, je me mets en joker tout de suite. Enfin, joker. Quand je dis joker, on va reprendre tous les mots après. Alors, il y a les cultures, c'est-à-dire ce qui peut être représentatif d'un groupe social, qui définit un groupe, oui. Alors, comme je ne le voyais pas comme ça. Quand je disais l'identité se définir, c'est de définir avec toutes les cultures qu'on a en nous. Plus que se définir, moi je suis de telle culture. Bon. C'est juste ce que je précise. Non, mais c'est des choses importantes.
ça, enfin, la question de l'identité de chacun, on verra aussi au fur et à mesure. C'est des débats, et qui sont des débats importants dans la question Oui, des la droits culture, culturels. c'est vaste. Quand on est porteur d'une identité, est-ce que c'est une identité exclusive? Quel est notre droit à voyager d'une identité à l'autre? Quel est notre droit à être porteur de plusieurs cultures en même temps? Parce que moi j'ai une culture qui est issue du territoire d'où je viens, qui est le nord de la France, du territoire où j'ai vécu professionnellement, qui est plutôt Lyon. Mon identité elle est liée à mon parcours professionnel. J'ai une culture professionnelle, une culture familiale. Ça c'est l'ensemble de mes identités. Hein. Donc il y a beaucoup de débats sur, en France aussi, hein, sur le droit de chacun à être porteur de plusieurs identités, à renoncer à une identité, à choisir une autre identité. Ce sont des choses qui font débat d'une manière permanente dans nos sociétés, surtout et beaucoup en France. Enfin, sur certains sujets comme la religion, etc. Un peu une porte ouverte sur l'information en tant qu'énormité qui nous dépasse finalement. Pourquoi Je sais pas, je n'ai pas d'exemple en tant que tel, mais c'est finalement peu ciblé, c'est vraiment j'ai vraiment l'image de la porte ouverte. On ouvre n'importe quelle porte et on peut accéder à n'importe quelle information qui nous semble importante. Ok. Ça pourrait être un média, mais c'est pas que ça. Peut-être un peu trop. Non, j'essaie enfin, l'action de l'information, enfin pour les bibliothécaires, l'action de l'accès à l'information, c'est aussi dans vos missions. Donc, la notion d'information, d'accès à l'information, vous voyez aussi l'accès aux connaissances, le partage de connaissances. Ça rentre dans les questions culturelles, enfin, c'est de la culture aussi. Après, c'est une vision différente qu'on peut avoir. Alors, si j'essaie de préciser, c'est est-ce que c'est juste l'information, la question de l'accès à l'information, à l'information connaissance, ou est-ce que le théâtre, la musique, ça véhicule aussi l'information, c'est dans quel sens? C'est pour essayer de préciser. Je dirais plus la première. Donc la connaissance, je le mets en oui. connaissance, information-connaissance. Finalement, plus de connaissance. Mais... Bon, regardez information quand même, parce que je ne veux pas faire de censure. Hein. Non, mais c'est parce que en fait, j'avais plus l'impression de, entre guillemets, la gratuité de cette information-là. Par la culture? Par la culture, parce que je pense que ça a une importance côté accessibilité sans avoir à faire d'échanges monétaires. Okay. On va dans une bibliothèque, même si on n'est pas inscrit, on y a accès. Vraiment, on a accès à cette culture gratuitement. On a juste à traverser une porte. C'est l'idée de la porte ouverte. Okay. Je le mets comme ça, c'est à chaque fois. Enfin, je fais un mini tri à chaque fois, mais j'essaie de garder l'essentiel. Mais on pourra revenir dessus après. Mais bon. On peut peut-être parler de liberté aussi. Ouais. Pardon, je suis devant, je vois pas le. Pardon. De liberté. Oui. De qui? D'être. De l'individu. Nous. Oui. Quand on dit liberté, c'est de nous. Enfin, nous chacun. Je dirais plus ou moins à épanouissement personnel, lutte contre le repli sur soi, la lutte contre l'enfermement intellectuel, enfin toutes ces choses-là en fait. Okay. Liberté émancipation dans cette. Non. Émancipation? Non, oui, c'est pas épanouissement. ça. Ouais. Épanouissement. Ok. Épanouissement. Mais c'est plus que ça, quoi. Liberté de réfléchir, liberté de rêver, liberté de plein de choses en fait. Ok. Du développement en fait. Si je mets émancipation, ça vous va oui, ou pas? Oui. Ouais. Vous ne voyez rien. C'est la lumière qui frappe derrière. Oui. La culture, c'est quelque chose qui peut lier un groupe, parce qu'on se reconnaît dans une même culture, mais ça peut aussi être facteur d'opposition.
Je pense peut-être à l'opposition culture élitiste, culture populaire, où on va peut-être mettre un certain niveau entre les différentes cultures, et ça peut aussi provoquer des incompréhensions entre différents groupes. Ok. Je sais pas si je me mets pas en joker tout de suite, mais... Élitiste. Et vous avez dit avant, groupe, tension... Oui, ça peut souder, enfin, ça peut contribuer à être un ciment au sein de groupes, mais ça peut provoquer aussi une incompréhension entre les groupes. Social, ciment. Et tension, je me mets... Il y a une question aussi de sensibilité dans la culture. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Ok. Donc là, vous parlez des gens, enfin, Ouais. de nous, quoi, enfin, Ouais. en tant qu'individu. Sensibilité. Ok, je vais je sais pas où ça va nous mener tout ça. On dit que le fait que les enfants, par exemple, ils apprennent mieux quand ils ont accès à la culture. Ça veut dire que ça rend plus intelligent, en fait, en gros. Je sais pas comment le dire, ça. C'est le savoir. Ça rend... Ça augmente les capacités de compréhension si on a accès à la culture. Une ouverture, oui. Ouverture. Richesse. C'est le savoir. Après, il y a déjà des choses qui ont été dites. Découverte, liberté, épanouissement, émancipation, évasion, expression. Développement. Émotion. Développement. Développement. Développement intellectuel, même. C'est pas qu'intellectuel. Après, il y a tout un tas d'études sur, par exemple, la question de l'éducation artistique ou des choses comme ça, où dans les écoles, il y a quand même des études sur la pratique culturelle en milieu scolaire, où dans ces temps-là, ça a des impacts positifs sur la concentration, le savoir-être, les savoir-faire. Les relations aussi. Les relations, enfin, voilà. Il y a un aspect de transmission aussi. Ouais. De transmission aussi. De... Ok. Éducation du bien-être. Oui, mais l'aspect lien dans l'histoire, enfin, qui a... Finalement, elle permet à des gens de se réaliser parce que les artistes qu'on peut admirer ou qu'on connaît, ça a permis à eux de se réaliser. Ouais. Alors, je mets le mot artiste parce que c'est la première fois qu'on l'utilise. Pour moi, en fait, la culture, c'est surtout ce côté artistique. En fait. Non, mais c'est... Allez. Non, mais à la limite, je ne pensais pas à tout ça. Pour moi, c'est... Alors, artiste, regardez, le mot, puisque vous êtes la première à dire. Artiste ici. Je le mets ici. Et là, et puis après, avant. C'est finalement quelque chose de partagé, enfin c'est du partage. Je me le mets en joker. Parce que je ne peux pas vous répondre sans vous précise, on partage quoi avec qui et entre qui. Parce que, mais ça a été dit tout à l'heure, partage et tension. Les approches de la culture, c'est aussi, être porteur de culture, c'est une manière de se différencier, de s'opposer. Donc on partage ou on affronte, on partage ou on se différencie. Dans les jeunes en particulier, les cultures adoptées par les groupes de jeunes, les différentes communautés de jeunes, les références culturelles, ça fait ciment dans une communauté culturelle, mais c'est aussi pour se différencier beaucoup par rapport aux autres. Donc, mais à moins que partage vous ayez un autre sens que celui que je suis en train d'interpréter moi. Non, mais du coup j'avais le mot incompréhension aussi qui me venait à l'esprit. Finalement, effectivement, bien sûr, il dit madame tout à l'heure, avec la diversité, enfin,
une diversité qui peut se rencontrer aussi bien dans un milieu que être complètement réfractaire à d'autres. J'ai l'imaginaire de finalement des générations plus que du milieu social. C'est que ne serait-ce que la musique, ça, enfin, nous, notre génération, on écoute la musique de nos parents, mais que la génération de nos parents n'écoutait pas la musique de leurs parents. Il n'y a pas les mêmes moyens non plus. Il n'y avait pas forcément les mêmes moyens, mais ça n'empêche qu'il y a quand même cette chose-là. Ouais. Vous êtes dans les questions de transmission, enfin, on a évoqué des questions de transmission. Ça, mais quand même, je ne sais pas si c'est... La biodiversité qui a été, vous avez dit, je vais mettre là, je vais mettre aussi en poussière. C'est un marché aussi. C'est un marché. Alors, l'objet, à la fin, normalement, il n'y a plus de... Il n'y a plus rien blanc. Hein. Je vais courir là tout de suite. Et moi, je ne pars pas tant que c'est pas complètement débrouillé. Donc le marché, mais quoi? Pourquoi le marché? Enfin, un marché où on a souvent l'idée de la culture désintéressée, alors qu'en fait, oui, c'était aussi, ça a toujours été un marché. Avec les mécènes, enfin, l'aspect financier est important dans la culture. Ok. Ah ouais, ok. Alors, mécénat, je ne sais pas trop où le placer, franchement, mais enfin. À côté de pouvoir. Alors, non, là, oui. Ah oui, pouvoir. Non, oui. Donc, marché, il y a la question financière. Hein, Budget. Vous avez évoqué. La question financière, c'est quoi? C'est la question des sous. Oui, il faut des sous. Non, enfin, on est d'accord. Ouais, pour Des sous. Il faut bien vivre. Alors, si on parle de sous, regardez-moi ce que je vais tout faire. On peut mettre ces $. C'est des euros. Hein. Oui. Enfin, juste pour dire que la question financière est partout. Dans tout ce qu'on va voir, la question financière est partout. Elle ne se traduit pas de la même manière. Mais en tout cas, la question du... Je ne vais pas détailler encore, mais la question des sous, elle est importante. Il y a d'autres choses que vous avez dit, la question du pouvoir. Oui, il y a le mot pouvoir qui est important. Je pourrais le mettre ailleurs, mais... Je voudrais rajouter, je pense. Il y a plusieurs mains qui se lèvent. Pardon, je vois pas. Ouais, mais allez-y. Ouais. Non, allez-y. La notion de représentation du réel et le rapport au réel et comment on le traduit et comment on l'exprime et comment du coup on écrit ce qu'on pense être le réel et comment on le communique aux autres en fait. Nous? Ouais. Enfin, si on parle d'artistes par exemple, les artistes. Du coup, les artistes à qui on va demander de produire une représentation de la réalité. Je pense par exemple lié avec la notion de pouvoir, que soit il y a une liberté d'expression, soit il y a une expression qui est bordée pour qu'elle traduise tel type de réel, enfin telle traduction du monde. Ouais, ok. Le national-socialisme ou des choses comme ça. C'est de la commande, hein. Enfin, c'est de la commande. Oui, mais c'est pour aller exprès dans l'extrême pour dire ce que je... C'est clair pour tout le monde, ça? Ou pas? Enfin, la manière de traduire une vision du monde, oui, c'est ça, par l'artiste, avec derrière la question plus ou moins de liberté, plus ou moins dans un contexte, plus ou moins influencé, plus ou moins commandé. Propagande, tout ça. Ouais. Là, puis après, Donc ça a un étroit lien avec la politique, finalement. oui, c'est un mot que j'attendais aussi. Alors, politique. Surtout en France. La culture de l'oralité. Ok, je le mets sur les questions de transmission.
ça pourrait être ailleurs aussi. Ah, on peut parler de pardon, je rebondis, mais tradition, on peut parler du coup. Oui. Tradition. Alors après, On a décidé d'un côté obligatoire, puisque le jour on nous a dit qu'il y avait 1% artistique dans les travaux publics actuellement. Non. C'était avant. Enfin, non, il y a 1% dans D'artistique quand il y a une construction ou ouais, quelque quand chose. il y a une construction d'un bâtiment public. Oui. Oui, oui, tout à Donc fait. je dis, Ouais. il y a un côté obligatoire, En termes de financement. même de réalisation. Enfin, il y a un côté obligatoire. Oui, dans certains Pour cas. un Mais, monument, moi je oui, connais oui, un oui. lycée, bon, il y a eu une ligne rouge de fait, et apparemment c'était ça le côté artistique obligatoire. Elle n'était pas jaune alors. c'est comme la passerelle du lycée Léonard de Vinci qu'on ne peut pas détruire, qui est moche comme tout. Et comme c'est artistique, Ah, on reconfigure tout le centre-ville et Ouais, c'est voilà. Ils ont Après, détruit un enfin, autre, il faut rentrer là-dedans aussi. Ils ont Non, détruit. juste parce que madame dit le 1% travaux publics. Oui, on en a parlé l'autre jour. Vous avez parlé? Et le goudron. Oui, on a eu la dernière, la semaine dernière. Avec qui vous en avez parlé? Ah, avec Gilles Torrent. Ok. Monsieur, ouais, Torrent. Torrent. Non, ok, Oui, il a parce que parlé c'est un Il y a truc 1% sur lequel j'ai goudron. beaucoup travaillé il y a 1 an et demi, 2 ans, qui est quelque chose qui n'existe pas. Le 1% artistique existe quand il y a une construction de bâtiments publics, lycées, Oui. culturels, je sais pas quoi. Mais il y a des acteurs culturels qui militent pour qu'il y ait quelque chose qui s'appelle le 1% travaux publics, pour qu'à chaque fois qu'il y ait une route, un rond-point, des travaux publics, il y ait aussi 1% du coût des travaux publics qui soient orientés sur l'accompagnement culturel et artistique, qui créerait des enveloppes de financement. Un mètre de goudron, une saison culturelle. Bah, vu le prix, Goudron, oui. 1 km d'autoroute, Bah oui, mais c'est ça, souvent. 1%, ça fait déjà des enveloppes assez intéressantes. Enfin bref. après, je me suis pas sûre. Excusez-moi, je ne sais plus du tout où est-ce qu'on en est. Peut-être. En fait, je rebondis un peu sur ce qu'on disait. Je pensais à la spontanéité de la culture, finalement. C'est quelque chose de. Ça peut être fait à un moment donné, et c'est tout de suite, et elle peut disparaître tout de suite après. On voit principalement avec les œuvres de rue, mais ça reste aussi quelque chose de culturel. Éphémère. Éphémère, Ouais. ouais, tout à fait ça. Dernièrement, on l'avait d'ailleurs avec des tags qui ont remplacé d'autres sous des passerelles sur des forêts. Est-ce que vous voyez, que vous commencez à voir ce que j'essaye de. Non, pas encore, mais c'est pas grave. Tant mieux. Après, la question, mais j'ai pas de mots, c'est est-ce que tout le monde est artiste ou est-ce que l'artiste est quelqu'un de particulier qui a des talents ou spécifiques? Et puis, est-ce que c'est un métier? Est-ce que ça peut être un métier? Mais quoi avec la pratique amateur? Pratique amateur, Guiné, l'atout. Joker. Joker, ouais, c'est vrai. Oui, Joker. Non, mais. On peut peut-être parler des inégalités d'accès à la culture, financière forcément, on voit des euros partout. Donc voilà, on ne va pas forcément avoir les moyens d'accéder à la culture parce que les moyens financiers ne nous permettent pas. Et je pensais aussi peut-être aux inégalités spatiales. Quand on habite dans une grosse ville, on va avoir accès au théâtre, on va avoir accès à tout type de culture, que si on habite à la campagne, on aura forcément beaucoup plus de difficultés à accéder à cette culture. Ouais.
J'ai mis accès, inégalité économique, territoriale. Il n'y avait pas quelqu'un qui voulait? Ah. Non. Enfin, je rebondis sur l'accès à la culture. Je ne vois pas qu'il y ait une différence en accès, mais on n'a pas la même culture à la campagne ou en ville. Ok. C'est plus, ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok. Moi, j'avais une question qui a un peu entraîné l'organisation de ce cycle. C'était est-ce que la culture est un bien essentiel? Voilà. Oui. Ok. Ouais, voilà. Non, non, Mais non. En temps de Covid? En temps de Covid, comme en temps de politique, de crise financière, énergétique. On le verra après, mais c'est vrai, on va se, parce qu'en fait là on est en train de se faire on va se créer notre définition à nous de la culture, à partir de tout ce que vous dites. Et donc la question de est-ce que c'est essentiel ou pas essentiel, il y a une première réponse qui va être la question des droits culturels, parce que la question des droits culturels, telle qu'elle est posée, ça se pose en termes de droits. Ce n'est pas une question de essentiel, pas essentiel. Ça se pose en termes de droits. Et dans la loi française, on verra après la question des droits culturels, mais c'est traduit dans une loi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 lois. Une loi qui s'appelle les territoires, non, nouvelle organisation, la loi nouvelle organisation des territoires de la République, dite loi NOTRe, qui, quand elle parle de répartition des compétences en termes culturels, précise préalablement qu'on doit s'appuyer sur la notion de droit culturel. Donc c'est traduit dans la loi NOTRe, la notion de droit culturel, et c'est traduit en 2016 là, par la loi de liberté de la création et d'architecture qui pose comme principe en France l'application des droits culturels. Donc, on n'a pas encore vu ce que c'était les droits culturels, mais en tout cas, notre loi française, elle pose cette notion de droit. Et donc, la question essentielle, pas essentielle, déjà répondre, c'est un droit. Donc, Mais c'est un droit parce qu'en France, on l'a décidé comme ça et on l'a défini comme ça et on l'a voté comme ça, ou c'est un droit universel, partagé par... Eh bien, on va le voir un petit peu plus sur la question des droits culturels. On va rentrer plus dans la définition des droits culturels, mais il faut qu'on stabilise un peu notre définition pour y arriver. Mais la question culturelle, il y a plein d'entrées d'action culturelle dans tout un tas d'autres droits à l'échelle internationale. Et la notion du droit culturel, c'est un moment, une volonté de rassembler toutes les approches des questions culturelles qui étaient dans tout un tas d'autres choses. Là, je vous envoie plus la tête d'autres choses en me disant ça. Dans la culture, pour moi, c'est important aussi d'inclure le patrimoine. Voilà, alors ça on l'avait pas encore évoqué. Et du coup, avec le patrimoine, c'est aussi la question de qu'est-ce qui fait patrimoine, qu'est-ce qui ne fait pas patrimoine. Est-ce qu'il y a du sens à un moment donné? Enfin, moi, je me bats à Les Fontaines, à l'île d'Abo pour parler du patrimoine de la ville nouvelle, qui n'est pas du tout la représentation que certains ont. Du coup, les barres d'immeubles, ce n'est pas du patrimoine. Non, je comprends bien, c'est des débats. Après, il y a la question des nouvelles technologies et de justement l'uniformisation, la mondialisation de la culture et l'uniformisation avec, pour le coup, cette culture américaine, enfin bon, c'est un peu rebattu, mais je pense que ça reste quand même encore très prégnant. Et par contre, avant vous avez dit numérique. Oui, l'aspect numérique, oui. La diffusion partout, quoi. Ouais. Quel numérique pour vous? J'ai l'exemple, par exemple, je suis allée en Afrique et ils avaient tous leur portable, c'était extraordinaire. Ici aussi, hein.
Comment? Ici aussi. Oui, oui, mais justement, enfin, Alors, du numérique. j'étais censé apporter Regardez, quoi. des livres. Ouais, mais ça pareil, on va le développer un peu plus tout à l'heure. C'est le numérique. Hein. Il y a les jeux vidéo aussi. Il y a la notion de communication, alors peut-être aussi. Ouais. Alors, comme, et j'ai entendu un mot là, communication. Comme vous avez dit, j'ai entendu jeux vidéo. Ouais, culture, pas culture. Oui. Et puis la dématérialisation, on parle beaucoup de spectacle vivant, on compte que c'est de moins en moins vivant, il y a de moins en moins de gens. Et... Ah, c'est pour ça que je le mets, enfin, la question de la numérisation elle se pose vraiment partout. Aujourd'hui, avec un peu d'impact. Mais c'est justement pour ça que c'est important d'avoir accès à la culture pour pouvoir résister à la mondialisation, à la financiarisation, à la numérisation. Ouais. Enfin, on a vu hein, pendant la crise du Covid, la question de la numérisation des plateformes, elle a en même temps joué un rôle super important pour tout un tas d'équipements, pour tout un tas d'acteurs de la culture, pour continuer à diffuser des contenus, à maintenir un lien, un contact avec ses publics ou avec des gens. D'ailleurs, il y a eu, en termes de gens personnes qui ont accédé à des contenus qui étaient proposés par des grands établissements culturels, ça c'est enfin, le public qui est allé voir des choses sur les plateformes était assez différent du public qui allait dans les lieux pour voir des choses. Donc la question du numérique et des plateformes, elle amène des possibilités aussi d'ouverture de contact. Par contre, elle peut créer l'effet inverse. Le mot spectacle vivant, on n'a pas évoqué, on n'a pas dit ce mot encore d'ailleurs, mais spectacle vivant, la définition du spectacle vivant, c'est la rencontre entre une spectateur, spectatrice, au moins un, et un artiste en vrai, en chair et en os. C'est le spectacle vivant. C'est une unité de lieu, de temps dans lequel physiquement il y a une rencontre entre un public et une personne. La danse, le théâtre, la musique, on est dans cette relation. Et à l'ère du numérique, ce spectacle vivant, c'est autre chose. Alors, échange, oui. Du coup, c'est vrai que moi, le numérique, ça me fait penser à tout ce qu'on entend aujourd'hui avec le côté où l'artiste, en fait, est plus nécessaire, puisque aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui font des œuvres, on va dire, directement en lien, donc qui écrivent un peu seul. Mais au niveau de tout ça, ouais, ça commence à de plus en plus apparaître et ça crée un danger d'ailleurs pour les artistes, certains. Ouais, bon, intelligence artificielle, on verra. C'est un outil aussi. Comment? La culture, c'est un outil aussi. Un outil pour faire du bien ou du mal. Hein, on peut s'en servir justement pour créer, mais aussi pour détruire, malheureusement. Ouais, je sais pas par provocation, mais du coup je le mets. Un outil, non? Non, à chaque fois. Non. Un outil politique, mais bon. Par provocation. Alors, on va creuser un petit peu plus certaines parties pour qu'on voit bien. Là, il y a quelque chose là, qui commence à émerger, populaire, identité, une manière de se définir, les cultures, le groupe social, qu'est-ce que j'ai dit ? Le ciment, une culture qui serait urbaine par rapport à une culture qui serait rurale. Qu'est-ce que vous mettriez, en allant un peu plus loin par rapport à ça, qu'est-ce que vous mettriez comme élément, comme mot qui irait dans le sens d'une première approche, d'une première définition de la culture? Vous comprenez ce que la question que je pose? Nationale. La définition. Nationale, je prends ça. Culture nationale. Alors nationale.
Régional. Quels sont les éléments qui définissent ce qu'est une culture nationale ou une culture régionale? Par exemple, les Locaux, ils ont une langue, La langue. Les Basques aussi. Les Corses. On va pas tous les lister. C'est vraiment les régions qui ont le plus, où il montre vraiment. Langue, identité, territoire, identité. Et pourquoi on a voulu les faire disparaître? Oui, elles ne sauraient pas. Nation, région, pouvoir, politique. Unité. C'est pour une unité. Alors l'histoire de quoi? Bah ça dépend justement. Justement. Non mais l'histoire du Dauphiné par exemple, elle fait qu'on se sent dauphinois. Mais on pourrait se sentir seulement savoyard et pourtant c'était bien dans le Dauphiné à un moment ou à un autre. L'histoire. Ah non. Il y a une notion de lien peut-être. Mais je crois qu'on a mis lien. Ouais. Simon. Oui, voilà, c'est pareil. Je connais. Bien. Quels sont les éléments qui vous semblent être de la culture qui relèvent d'une manière de caractériser une culture, comme vous l'avez dit, nationale, une culture régionale, une culture rurale, une culture urbaine? Les lieux, Et la religion. le territoire, Alors, langue, religion, Architecture. coutume. Les pays, Architecture. Pays, qu'est-ce que le pays? moi, Les pays au les sens de petit différents territoire? pays. Non. Non. Le pays national? Oui, non, les pays, il y a des pays où les religions sont différentes, les cultures sont différentes, les coutumes. Voilà, donc religion, coutume. Voilà. Hein, parce qu'on a- Il y a des symboles aussi, comme Oui. l'hymne, le drapeau. Ok. Ouais. les mythes, tout ce qui est... Qu'est-ce que vous avez dit? Les mythes, Les mythes. oui. La mythologie. Oui, c'est Ouais. pas, C'est pas vrai, c'est pas bébé. les... C'est pas les Par exemple, au Pays Basque, les mythes de fromage, ça porte. Autre chose qui font culture d'un groupe. Comment Qui permettent de caractériser la culture d'un groupe. Rassemblement, Rassemblement? comme là. Oui, on est un groupe entre nous. Je ne sais pas si on a encore. Des particularités, des spécificités, enfin, quelque chose de... Ouais, mais quoi? Les origines. Des origines, tradition, alors coutume, tradition, Ah oui, je mets un peu. Mais tradition, on l'avait déjà noté. Là. Tradition. J'ai oublié un mot que vous m'avez dit. Origine, elle a dit. Les origines. Et je me mets là aussi. Ça fait... Ok, bon, on va dire que j'en ai assez. Enfin, j'en ai assez, c'est pas. C'est pas négatif. Non. Non. Là, pour cette partie-là, à peu près. Ici, là, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu plus sur ce qui a été dit là, sur le marché. Et dans le marché, bon, j'ai déjà dit cinéma, jeux vidéo. Il y a l'art, avec les galeries d'art, Quel- les musées, Les musées, parce que maintenant, les expositions. Le musée, Un peu là, oui. pour les mettre ici aussi, hein, certains. On verra la suite. Enfin, on verra. C'est-à-dire, c'est à la fois les développements économiques. Par exemple, le livre, il n'y aurait pas eu l'imprimerie, le livre n'aurait pas eu... ça accompagne le progrès technique et économique. La culture est très imbriquée et intriquée là-dessus aussi. Ouais. Non? Non, mais voilà, je mets un joker. Pardon. Voilà. Et réciproquement. Oui, oui. Voilà. Ouais. On a mis,
plan scientifique et technique, c'est ça? Oui, oui, que la culture n'est pas hors histoire, hors sol. Ouais. Il y a la question de la gratuité sur la culture. Gratuité, ouais, après, ok, gratuité. Non, mais en fait, c'était dans le sens où il y en a qui ont accès gratuitement, il y en a d'autres qui doivent payer. Des fois, c'est subventionné, il y a un soutien. Alors, subvention. Mais il y a public et privé, oui, c'est l'opposition. Voilà. Il y avait la dame là-bas qui soulignait qu'il y avait le côté l'emploi aussi que ça peut créer. Ouais, tout à fait. Ouais. L'emploi, il y en a partout là, l'emploi aussi. L'emploi, là aussi. Qu'est-ce qui pour vous, je vais sortir des mots, non, je les sors pas. Sur cette question-là, privé, marché, qui est culturelle pour vous, qui relève du marché, des industries. À la musique? La musique, secteur musical. Enfin, la musique. Voilà. Un peu plus que ça. Le cinéma, oui, on l'a mis. Cinéma? Ouais, cinéma, on l'a mis. On l'a déjà mis, ouais. Très mal. Le livre? Le livre, oui. Le livre, il est en même temps dans le secteur public. Voilà. Il est avec le prix réglementé, toutes les politiques publiques autour du livre. La lecture publique, ça relève, on va dire, du secteur public là-dedans. Puis après, il y a effectivement tout ce qui relève des librairies, des éditions. Donc il y a un marché qui est lié au livre et qui est particulier avec le prix unique et une politique de lecture publique qui est forte. Mais la lecture du livre, on va la mettre ici aussi. Ouais. Il y a pas, non? La mode? La mode. Alors, culture, pas culture pour vous, la mode? Culture. Mode? Oui. Plutôt quelque chose qui relève de la création. C'est artistique, la mode. Oui, c'est de la création. Haute couture, on va dire. La haute couture, enfin le. Oui, c'est de la création. Parce que les chemises en Chine, c'est peut-être pas. Je crois que le costume marron, il est connoté. Au niveau architecture, enfin, pour continuer, au niveau architecture, il y a la création des lieux, création des théâtres, des opéras, des... En archi, c'est le ministère de la Culture aussi, non? Oui, non, mais le fait d'avoir des bâtiments, quoi. Oui, alors si c'est pour travailler, pour décrire les bâtiments, je le prends aussi parce que... Oui, c'était ça. Bâtiments. Il faut construire parfois des... Non, c'est... on appelle des équipements. Comment? Les maisons de la culture. Oui, tout à fait. Ce sont mes bâtiments. Après, mes cultures, c'est un projet particulier. Ok. Allons-y un peu plus là-dessus. Les goodies. Les goodies. C'est quoi les goodies? C'est quoi les goodies? Oui, mais oui. Non, ça joue sur fidélisation, communication, apprécier. Il y a tout ce qui est le marché de l'art, les œuvres, les ventes, les ventes artistiques. L'offre, la demande, la vente. Voilà, marché de l'art. Je le mets il m'en manque encore des trucs. Musique, complètement d'accord. Cinéma, c'est une grosse machine. Les industries, les industries culturelles, les industries artistiques. Cinéma. La télévision, les plateformes et tout ça. Là. Voilà. Ah bah. Je vais revenir à ça. Donc des trucs comme Netflix. Culture, pas culture?
Comment? Oui. Ouais, mais Je sais pas, moi j'ai pas. C'est payant. c'est payant, ouais. Enfin, Canal+, on va dire. Allez, faut pas être sur Netflix. Canal+. Bah oui, C'est payant. c'est payant. Ouais, c'est payant, ouais, c'est payant. Bah, marché, hein. Là, je parle de marché. Mais C'est Bolloré, est-ce que en pour plus. vous, on va faire Bah, ça diffuse. la consommation d'images télévisuelles, c'est de la culture ou pas? En tout cas, ça influe sur le cerveau. C'est grâce à ça qu'on voit les films et tout le reste. Alors ça aussi qu'on dit que c'est le patrimoine. Après, les plateformes musicales, je sais pas si Spotify, des trucs comme ça, culture, hein, industrie, Plateforme, ouais. jeux vidéo, enfin tout ce qui est plateforme. Alors, Non? alors Si. moi je peux rebondir là-dessus. Ouais. Non, par rapport à la plateforme musicale, n'ont pas du tout le même fonctionnement que les plateformes vidéo comme Netflix. Le musical, étant donné que ce n'est qu'une plateforme et elle propose toutes les musiques, toutes les mêmes, donc qu'on soit sur Deezer, Spotify, Qobuz ou autre chose, c'est les mêmes musiques que vous allez retrouver, que Netflix propose des documentaires, films, séries qui sont inédits à leur plateforme, comparé à justement cet apport musical qui finalement est le même partout. Non, ok, ouais, enfin sur le mode après de production de contenu, de diffusion de contenu, mais le fait de. Parce que c'est des pratiques d'être 2 heures, 3 heures, 4 heures sur Netflix par jour, ou d'être 2 heures, 3 heures, 4 heures à être connecté à des plateformes musicales, ça fait partie, enfin, pour moi, des pratiques culturelles des personnes. Non? Oui, après, entre écouter de la musique sur n'importe quelle plateforme en ligne ou avec son disque, je me dis au niveau de la culture, c'est qu'un média. Enfin, Populaire, élitiste. peu importe, enfin, pour moi, je me dis c'est une façon d'approcher la culture qui c'est juste un moyen d'eux, mais c'est pas de la culture. Quoi. C'est pas la culture. Ben, pour moi, c'est un moyen d'accès. C'est-à-dire que la culture, ça va être de la musique qu'on écoute. Enfin, c'est la finalité. Quoi. Oui, c'est ça. Parce que du coup, la cassette audio n'est pas de la culture. Ouais, mais ça fait partie aussi aujourd'hui des marqueurs d'identité pour un certain nombre de groupes, communautés, il y a une consommation tellement massive et un rapport à un média qui est tellement fort que ça relève d'une culture communautaire ou d'une culture de groupe, peut-être en utilisation de plateformes de ce type-là. Et surtout qu'il y a des séries qui reprennent justement des identités particulières. Aussi, ouais. Mais ça pourrait se discuter. Par contre, la télé, pour moi, regarder TF1, regarder M6, ça fait partie de la culture. Ok. Les études du département études et prospectives du ministère de la Culture, ils intègrent par exemple tout ce qui est le temps de consommation, tout ce qui est consommation de télé, mais aussi de radio. Ça fait partie, c'est dans les enquêtes des pratiques culturelles des Français. Comme les sorties au restaurant. Dans les études du département études et prospectives, la sortie au restaurant en relève des pratiques culturelles. Les coutumes. Le bar. On n'a pas parlé de. Oui, pourquoi pas. Le bar. Le design aussi, on n'a pas parlé du design. La cuisine, du coup. Mais la cuisine, la cuisine. C'est patrimoine. C'est un peu comme la mode aussi. C'est patrimoine. Parce que la cuisine, c'est un marqueur communautaire aussi, régional, national, familial. Après, avec en France, un chef étoilé 3 étoiles, on peut dire qu'il est dans l'art, un peu, non? Plutôt la création, on va dire.
Alors, ok. Ça pourrait se développer encore un peu, ça. J'aimerais bien que là, on commence à dire public, on développe un tout petit peu plus ça, ce secteur-là. Vous voyez, politique, public, subvention, théâtre, musique, danse, lecture, des bâtiments, l'accès à... La reconnaissance. Démocratisation. Reconnaissance de qui? Reconnaissance des cultures, des différentes cultures. Oui, enfin, oui. Non, je fais mon petit bruit là. Mais enfin, la question de la reconnaissance du bâtiment Joker. Justement. Il y a un film, j'avais vu une émission et j'en connais, les fondations artistiques actuellement, et ça, les grands patrons qui pour payer moins d'impôts, créent des fondations qui, enfin dernièrement je suis allée voir l'expo russe là, chez Vuitton, je sais plus, les Pinot, tout ça, on se rend compte, et en fait il y en a beaucoup plus qu'on pense, des grands patrons qui créent des fondations et qui soutiennent, alors des fois c'est humanitaire, mais il y a quand même une dimension culturelle qui est importante de plus en plus. C'est une système de défiscalisation. Alors c'est défiscalisation, donc par certains côtés c'est... La part de... Oui, par rapport. Ça se développe quand même beaucoup. Pas trop. Ah bon. Vraiment des micro-pourcentages. Ah oui, j'avais l'impression que ça... On en parle beaucoup, mais en réalité, par rapport au volume de financement public, ça reste... Peut-être parler de démocratisation, non? Souvent dans le public, c'est associé à la démocratisation culturelle. Alors, regardez, démocratisation. Déplacement. Démocratisation. Il y a un mot qu'on n'utilise plus qui est le socio-culturel. Le quoi? Le socio-culturel. C'est un mot qu'on n'utilise plus. Moi je le mets là. Socio-culturel. Tout ce qui est public, politique, il y a l'école. Dans tout public et politique, il y a l'école. Ah, école. Éducation. École. Je le mets là. Et je le mets là. Oh non, je laisse que là. Il y a les publics qu'on appelle aussi beaucoup. Les publics. Je sais que dans les bibliothèques, j'ai vu le phénomène où on parlait le public et après on a dit les publics. Alors les publics, je vais les mettre là. Les caresses. Il est presque, hein. On a déjà bien travaillé. Est-ce que vous avez d'autres choses? On pourrait aller un peu plus là-dessus. Alors moi sur autre chose, pas là-dessus, mais il y a l'aller vers, où ça vient de plus en plus de ne pas attendre que les gens aillent vers les lieux culturels, mais d'aller à leur rencontre. Aller vers. Vous avez dit aller vers les lieux culturels. Aller vers les lieux culturels? Non, aller vers les publics. Vers les publics. Vers les publics? Non, vous avez dit un autre, non? Quelle est leur raison? Les gens. Dans les nouvelles choses liées aussi au numérique, il y a tout ce qui est NFT. Il y a tout ce qui est NFT, donc quelque chose qui s'achète à l'équidor. C'est quoi? C'est les NFT? Non. On a une conférence. Vous avez vu une conférence sur les NFT? C'est quoi? Vous avez compris? J'ai découvert. Je ne savais même pas que ça existait. C'est bon, J'ai mis du temps à comprendre, moi.
Moi, je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'il veut nous expliquer? C'est intéressant. Vous irez voir la vidéo sur la page de l'UP en ligne. Ouais. Bon, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est des œuvres d'art qu'on achète comme si on avait un tableau à la maison. C'est ça. On peut pas le céder à personne d'autre. On est propriétaire. C'est des œuvres numériques. Et l'œuvre numérique est verrouillée de telle sorte qu'une fois achetée, on peut plus. Enfin, on la pour soi et elle est unique. On est propriétaire de l'original. Ouais. Comment? On est propriétaire du fichier original. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que dans la réalité des choses, vous faites une impression d'écran et vous le mettez où vous voulez. Et Vous faites une photo avec votre portable. C'est vrai. Vous faites une photo avec votre portable. Vous le déposez sur une plateforme NFT. Enfin, une plateforme, ça devient. Oui, c'est n'importe quoi, hein, c'est un fichier. C'est un Vous faites crédit, la en fait. photo de votre chien, de votre chat, du ciel, déposez sur une plateforme artistique, il y en a qui sont spécialisés. Votre fichier, il est codé, il rentre dans un processus qui fait que à chaque fois qu'il sera cédé à quelqu'un, la cession, si mon fichier je le donne, en fait, la validation de j'ai donné mon fichier, c'est fait à plein d'endroits dans le monde en même temps, qui fait que dans le fichier que j'ai donné, le fichier il intègre l'information qui a été donnée. Ce qui fait qu'on peut toujours tracer, tout le temps, on peut savoir où il est, qui l'a, à quel moment, qui a fait la transaction, enfin la transaction est codée. Et après, dans les marchés de l'art, les artistes se sont évolués, enfin, on était les premiers utilisateurs de ça, parce que du coup, ça crée de la rareté. C'était nouveau, c'était à la fois nouveau, rare, parce qu'on parlait que ça devenait unique, alors que les œuvres d'art uniques, ça peut être unique. Il y a eu un boom du marché de l'art sur ces questions-là, qui s'est quand même ralenti et effondré là dernièrement, parce que tout ça se paye en crypto-monnaie virtuelle, ils se sont effondrés ces derniers temps. Enfin bref, c'est un mode spéculatif, nouvelle technologie, et qui par ailleurs est très consommateur d'énergie, parce qu'à chaque fois qu'il y a une transaction, la transaction étant validée dans le monde entier par un nombre de serveurs défini, et une consommation énergétique qui est gigantesque. Par rapport à ça, c'est un impact environnemental qui est super négatif. Mais c'est la mode, enfin c'est la mode, ça flambait aussi. On n'a pas écrit le lien culture et environnement. Alors ça, je le mets en joker. Mais non, ça c'est des grands... C'est des grandes questions aujourd'hui qui se posent pendant les sujets d'actualité sur la culture, etc. Il y a l'aspect avant-garde, provocation, les artistes maudits, enfin le fait que finalement la culture qui est devenue, quand on pense à Baudelaire ou Van Gogh, enfin des gens qui, à leur époque, précurseurs, je ne sais pas comment expliquer, mais où je sais que par exemple, même actuellement, des fois on nous demande on nous demandait des projets novateurs, il fallait faire de la nouveauté, enfin le côté qui est quand même très prégnant dans les milieux culturels. C'est partie C'est la création. L'art, hein, c'est la création. Alors, je vous propose juste d'arrêter de chercher pour essayer de vous expliquer du coup, comment ce que j'essaie de vous proposer. Il y a des mots qu'on n'a pas utilisés quand même. Alors, ce que je vous propose comme lecture de tout ça sur les questions culturelles, c'est là il y a une approche de la culture, qui est une approche qu'on peut appeler d'anthropologique, ça peut être une manière de le dire, mais qui est basée sur le mot qui a été utilisé sur la question des identités, l'identité du groupe. C'est la définition de la culture qui dit dans le groupe, on a des savoir-faire, des traditions,
des manières de s'habiller, une langue, une religion, des plats, tout un tas de choses qui vont faire la culture de notre groupe, régional, national. C'est une première manière de définir la culture, cette approche autour de la question des identités du groupe qui va se faire. C'est plutôt quelque chose qui va se transmettre au sein du groupe. Quand je dis groupe, ça peut être au sein de la famille, les ancêtres, les héritiers, le groupe, le partage. C'est une question de transmission, qui est une transmission qui est liée à l'endroit, l'espace dans lequel on est, le groupe dans lequel on est. Et même les modes de transmission vont être liés à coutumes, traditions, des savoir-faire, tout un tas de choses de ce type. Ça, c'est une première manière d'aborder la question culturelle, par cette approche autour des identités du groupe. Comme je disais tout à l'heure, moi j'utilise le mot communauté, et j'utilise le mot communauté comme les Québécois l'utilisent. C'est beaucoup plus large, parce que nous, quand on dit communauté, on pense souvent les communautés comme les anglo-saxons l'utilisent, c'est-à-dire les groupes les plus fermés, identitaires, on va dire. Moi c'est un groupe, comme je disais tout à l'heure, peut être porteur de plusieurs cultures différentes. Il y a ce droit, et puis même, chaque personne, je pense, quand on est petit, ado, jeune adulte, plus âgé, la culture, elle va évoluer, elle peut changer. Voilà. En tout cas, cette approche-là, plutôt anthropologique autour des identités, ce que je vous propose, dans cette première définition, voilà, c'est la culture d'un groupe, on partage au sein du groupe, on va se transmettre au sein du groupe et qu'on va donner d'une génération à l'autre, en essayant de le faire, en essayant de participer. Du coup, il y a un axe qui est ici, que je n'oppose pas vraiment, mais à l'opposé de ça, ce que je mets, c'est on l'a pas dit d'ailleurs, non ? Création. La création, le créateur, la création, l'artiste, celui qui crée. C'est-à-dire, je vais créer à travers une œuvre d'art, une picturale, une chorégraphie, une chanson, une musique. Je suis auteur de livres, de bande dessinée, je crée, c'est le créateur. Et le créateur, par rapport à ça, on va dire que c'est celui plutôt qui va nous proposer, on l'a été dit un petit peu, d'autres visions du monde. L'artiste, le créateur, c'est celui qui va créer, qui nous propose des visions du monde qui vont être différentes, souvent, justement, de tout ce qui relève des héritages. On peut les opposer. C'est tout ce qu'on transmet dans la famille, dans le pays, dans mon truc, cette vision du monde que j'ai acquis petit à petit en grandissant. L'artiste, lui, le créateur, il nous propose d'autres visions, des choses radicales, différentes, qui prennent en compte les évolutions environnementales, enfin tout un tas de choses, mais donc c'est plutôt pour ça qu'on est sur des ruptures, l'avant-garde, faire toujours plus, mieux, différemment, être un petit peu en avance, voilà, faire des propositions du monde qui vont être différentes. Je les oppose, enfin, c'est deux approches différentes, mais en tout cas quand on parle de culture, pour certains, quand vous travaillez avec des sociologues plutôt, le sociologue, quand il parle de culture, il va parler plutôt de ça. Et quand on parle de l'art de la création, c'est toujours de la culture aussi, mais c'est pas, on parle pas de la même chose, quoi. Donc au moins faire avoir ces deux approches. Et puis une deuxième approche opposition ou séparation que je vous propose, c'est le secteur public de la culture, le service public de la culture. Je ne sais pas comment on peut dire, mais la question du public. Et qui est en France organisé, financé et soutenu comme nulle part ailleurs dans le monde. Il faut vraiment garder ça en tête. C'est-à-dire qu'on a l'impression, enfin, notre modèle à nous, il est vraiment, on le retrouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire que c'est structuré avec des politiques, avec nous au niveau de l'État, un ministère de la culture, qu'on va retrouver dans tous les niveaux de collectivité. Si j'ai une approche par collectivité, vous avez votre vice-président à la culture de la région, votre vice-présidente à la culture du département, votre vice-présidente à la culture de la communauté de communes,
commune, de la commune, en adjoint ou adjointe à la culture. Et à chaque fois avec des programmes d'intervention financiers, c'est-à-dire des subventions de l'État, de l'ensemble des collectivités, qui est, en termes d'engagement public, qui est comme nulle part ailleurs. Alors, on retrouve des pays occidentaux qui peuvent être en Europe, ou en Europe du Nord, en Europe un peu comme ça, mais vite on va se retrouver dans des modèles qui vont plutôt s'appuyer sur ils sont des fondations, financement privé, etc. etc. Ça, c'est le modèle américain, canadien, ce sont plutôt les fondations qui vont intervenir. Et là en France on a vraiment une intervention publique qui est très très forte, qui donne, qui se visualise surtout par un réseau d'équipements, d'établissements culturels, c'est-à-dire qu'on a des conservatoires de musique, des opéras, des théâtres, des lieux de danse, des réseaux de bibliothèques, de médiathèques, des lieux autour des arts du cirque. Donc en fait, ça se traduit beaucoup par des réseaux d'équipements, d'institutions, avec du financement public, qui sont aujourd'hui plus ou moins bien répartis sur l'ensemble du territoire. Enfin, on peut parler du décalage entre Paris et les autres régions, entre les métropoles et les milieux ruraux. En tout cas, on a un maillage d'équipements, c'est-à-dire des bâtiments d'équipements, voilà, qui est plutôt organisé autour des grands arts, musique, danse, théâtre, on a aussi la lecture, les arts circassiens, le cirque. Voilà. Notre histoire, elle fait que là, on est plutôt dans la production d'une offre culturelle. C'est-à-dire, on va plutôt offrir des spectacles de danse, du théâtre, des expositions, des œuvres. C'est une manière de produire des contenus culturels et artistiques avec l'idée que les gens qu'on pose comme public vont venir voir. Je caricature, je pense pas trop. En tout cas, le secteur public de la culture, c'est des moyens publics dans des équipements et des professionnels qui construisent une offre culturelle qu'on va proposer aux gens qu'on considère comme des publics, et souvent on évalue au nombre de personnes qui vont fréquenter, qui vont aller voir ou qui utilisent le service qu'on fait. Et ça, c'est le mot qu'on a utilisé tout à l'heure, qui est la question de la démocratisation de la culture, c'est-à-dire faire de telle sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui accède aux œuvres et à un contact direct avec les œuvres. Ça, c'est, en France, c'est Malraux, qui était le premier ministre de la Culture, c'est la rencontre directe avec l'œuvre, c'est le choc de la rencontre avec l'œuvre qui va créer l'émancipation, la prise de conscience, donc de la liberté. Tout est construit un peu comme ça, c'est-à-dire on crée des conditions de rencontre entre un public et des œuvres. Et du coup, on se professionnalise, parce qu'il faut faire plus, parce qu'il faut faire mieux, on est meilleur en communication, et la médiation, il y a tout un tas de métiers qui se sont développés, etc. etc. Mais ce qu'on voit bien, et ça c'est ça fait 20 ans qu'on parle de l'échec de cette politique-là, puisqu'on dit qu'il y a l'échec de la démocratisation, c'est-à-dire qu'en ayant augmenté les budgets, depuis l'an, le budget de la culture a augmenté, à l'époque là, ça s'est accéléré, malgré l'augmentation des budgets, malgré une professionnalisation, le pourcentage de population qui accède à cette offre culturelle, c'est quelque chose qui a à peine évolué positivement. C'est-à-dire qu'on reste toujours sur du 10, 12, ça dépend des équipements, mais on est plutôt à 10, 12, parfois 20% sur les bibliothèques, on doit être 17, 18, quelque chose comme ça. Donc, on rajoute de l'argent public, mais ça bénéficie qu'à un pourcentage minoritaire de la population. Il y a tout un tas de questions qui se posent. Et ça, c'est vraiment ce qui se passe au niveau français. À l'opposé, ce que je mets à l'opposé, c'est le secteur privé. C'est-à-dire que les gens, au-delà de la consommation, d'un contact avec l'offre publique culturelle,
qui sont consommateurs de culture. Je vais au ciné, j'écoute de la musique, je m'abonne à une plateforme, je vais voir des concerts, etc. Enfin, donc il y a de la consommation de culture, mais qui est plutôt liée à l'industrie culturelle, à des entreprises culturelles qui vendent des produits. Et là, il y a de la consommation culturelle, mais qui est aussi une pratique culturelle. Donc les gens, ils sont entre un positionnement par rapport à une offre culturelle qui est très structurée en France, très financée, et une manière de consommer aussi tout un tas de enfin voilà, c'est la réalité par rapport à ça. Il y a un petit truc qui est ici, qui est important, que je mets un petit peu à part, qui est la question du patrimoine. Parce que le patrimoine, il fait une jonction un peu entre les deux. C'est-à-dire que la question de la transmission, elle se joue dans cette approche de la culture. Je transmets dans la famille, je transmets dans le groupe, un certain nombre de traditions, de savoir-faire, de choses de ce type. Par l'oralité, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent avoir valeur pour le groupe, mais qui peuvent aussi devenir importants. C'est du patrimoine qu'on va reconnaître. On parlait tout à l'heure du patrimoine du XXe siècle ou habitat social, est-ce que c'est, est-ce que ça a de la valeur ou pas, à quel point cette valeur est partageable, universelle, reconnue, etc. Et là-dessus, c'est vrai, il y a tout un jeu de pouvoir, on l'a dit, le mot pouvoir, on l'a utilisé tout à l'heure. C'est-à-dire que là et là, il y a tout un tas de jeux de pouvoir qui vont dire on reconnaît ou on ne reconnaît pas. Soit ça reste la tradition qui va rester dans le groupe, mais dès l'instant où ça commence à sortir, il y a un phénomène de stratification, de reconnaissance dans le temps, de choses qui vont avoir valeur de patrimoine. Je sais pas si on regarde l'UNESCO, les définitions par l'UNESCO de ce qu'est le patrimoine de l'humanité. Voilà, patrimoine de l'humanité, l'UNESCO. Bon, il y a le patrimoine matériel, patrimoine culturel matériel, on appelle le patrimoine naturel, donc des bâtiments, des œuvres, des édifices, des choses comme ça, des gravures, qui a une valeur universelle. C'est les critères pour reconnaître le patrimoine, on parle de valeur universelle exceptionnelle, il y a des critères. C'est-à-dire que c'est une valeur telle que c'est une valeur pour l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire même si ça a été fait par une communauté, à un moment donné, ce qui a été produit par la communauté a une valeur qui dépasse la communauté elle-même, qui a valeur pour l'ensemble du reste de l'humanité. Donc on doit le préserver, le conserver au nom de ces valeurs universelles. Donc patrimoine matériel, puis après il y a la question du patrimoine immatériel, c'est-à-dire des traditions, ce qu'on se transmet là, dans la communauté. Et cette tradition-là, elle peut acquérir aussi une valeur universelle exceptionnelle, c'est le même mot qu'utilise l'UNESCO. Et à l'intérieur de ça, on a l'alpinisme, entre la France et l'Italie, qui a été classé patrimoine immatériel de l'UNESCO, de l'humanité. La frite en Belgique, la culture de la frite en Belgique, mais qui derrière c'est des producteurs de pommes de terre, de la récolte, des commerçants, des artisans qui vont faire tel ou tel type de choses, les baraques à frites, les sauces qui vont bien avec, la culture de la fête, la bière, le truc. Bon, on a des éléments de tradition comme ça qui sont portés plutôt par un territoire ou un groupe, qui à un moment peuvent être aussi reconnus, non ? Reconnus par, classé l'année dernière, il y a 2 ans, comme patrimoine immatériel, patrimoine culturel immatériel, parce qu'ils estiment que ça a une valeur universelle exceptionnelle. La gastronomie en France, classée patrimoine immatériel. Donc voilà, il y a tout un tas de systèmes, mais on voit bien qu'il y a des pouvoirs pour faire reconnaître ou pas reconnaître ce qui a valeur ou pas valeur, ce qui est partageable, pas partageable, qu'est-ce qui dépasse le groupe, qu'est-ce qui dépasse pas le groupe, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on ne conserve pas. Enfin, il y a tout un tas de choses. Donc l'action du patrimoine, elle est bien dans les politiques culturelles, et on est quand même sur des choses qui viennent aussi de cultures qui sont
sont compétents. Voilà. Bon, voilà. Donc, à partir de ça, on pourrait développer tout un tas de choses. Par exemple, le rôle de l'école, c'était dit, hein, l'école, je parlais tout à l'heure d'éducation artistique, etc. etc. L'école, je l'ai mise ici, là. Hein. L'école, et le rôle de l'école, quand même, c'est bien de sortir, enfin, c'est le chemin de l'enfant qui vient de sa communauté, de sa famille, etc. etc. L'école républicaine, elle s'est quand même basée sur des choses qui disent on t'extrait de ton milieu familial, on va te faire partager un certain nombre de références culturelles nationales et républicaines, et tu viendras à l'école en laissant dehors l'ensemble des signes qui viennent de ton groupe. On a bien un espace de l'école qui est entre les deux, hein, qui fait la jonction dans le développement de l'enfant pour en partie l'extraire de son identité familiale, d'où tout un tas de tensions qui peuvent exister. Après, aujourd'hui, les choses ont quand même évolué sur la manière de reconnaître les cultures, la diversité des uns et des autres, jusqu'à un certain point, hein, on voit bien, on arrête, on ouvre, on arrête, parce que c'est le rôle de l'école d'être positionné par rapport à ça. L'éducation populaire, l'éduc-pop, MJC, centres sociaux, etc., eux, ils se situent à un endroit qui est un petit peu différent. Hein. C'est le tiers-lieu, l'éducation populaire, hein. C'est ni la famille, ni l'école, ni l'institution, un espace intermédiaire qui va permettre d'accéder à l'émancipation, à tout un tas de choses comme ça, en s'appuyant sur un lien avec des artistes, avec la culture, mais dans un espace qui est un petit peu différent, qui va essayer de reconnaître la diversité des parcours, des cultures, des identités, dans l'idée d'émanciper les uns, enfin chaque individu, pour qu'il puisse trouver sa place, grandir de manière autonome et se développer, c'est pas comme ça. Bon là, pour aller jusqu'aux artistes, on pourrait mettre des catégories ici qu'on n'a pas tellement évoquées, mais c'est pas un continuum non plus, mais il y a la question des pratiquants amateurs, enfin voilà. Chaque personne peut avoir des pratiques culturelles, instrumentales, musicales, de théâtre, de danse, en amateur. Après, il y a des amateurs qui ont des niveaux, des savoir-faire. Enfin, il y a des gens qui peuvent développer des compétences, un certain, une dextérité, sans être forcément, sans porter l'ambition de devenir des artistes et de se définir comme créateurs. Il y a des musiciens sur la culture très savantes qui ont développé un savoir autour de certaines musiques et des pratiques, mais qui sont forcément revendiqués d'être. Donc là, il y a, c'était par rapport à la question, moi je peux faire des œuvres, des représentations du monde tout seul, chez moi. Ça ne fait pas de moi un artiste, parce qu'après il y a cette question de jusqu'à quel point je m'engage dans la manière de montrer mon travail, de partager mon travail, et puis après comment je suis reconnu à la fois par les milieux financiers, enfin le marché, et à la fois comment je suis reconnu par mes pairs et l'ensemble des structures qui vont m'aider dans mon parcours. Donc voilà, donc je suis en lien avec ça, je suis connecté. C'est l'ensemble de ces conditions qui vont faire que j'en fais profession et je vais en vivre ou pas, ou je vais être reconnu par eux. Ça vous va comme définition un peu? C'est juste pour voir clair, parce que par rapport à ça, par exemple, en diversité, je l'ai mis là, en joker. Pourquoi je l'ai mis en joker? Parce que moi, je me retrouvais, par exemple, à parler de diversité. À un moment, dans le cadre de la politique de la ville, on va venir dessus, on disait la culture ne prend pas suffisamment en compte la diversité, il faudrait évoluer pour que les acteurs de la culture prennent mieux en compte la diversité. Moi qui viens de la politique de la ville, pour moi, la diversité, quand je parle de diversité, je parle de ça. À
acteur de la politique de la ville, des territoires sensibles, prioritaires, etc. etc. Parce que je dis, dans nos territoires, il y a des personnes avec une grande diversité, parce que il y a l'immigration, des origines différentes, des savoirs, enfin des cuisines, des religions, je parle de diversité. Et quand je pose la question à un acteur de la culture, là, je la pose là, la question, je dis, vous ne prenez pas assez en compte, comment vous prenez en compte la question de la diversité. Moi, dans ma tête, c'est les gens qui viennent chez vous, qui utilisent vos services ou votre offre, ça ne reflète pas la diversité des personnes qui sont sur le territoire. Vous ne prenez pas en compte tel ou tel type de personnes. Et puis, par exemple, je sais pas, je discute avec le musée d'art contemporain, et au musée d'art contemporain, on dit, mais nous, on accueille la diversité. Regardez notre programmation. L'année dernière, on a programmé un Sud-Américain, quelqu'un d'Europe de l'Est, un Asiatique, et lui, il parle de ça. Il parle de la diversité des artistes et des créateurs qui sont accueillis dans l'institution. Et donc, on peut bien avoir une discussion pour dire les diversités, et puis lui, la personne du musée contemporain dit moi je le fais. Et puis voilà, tant qu'on. C'est juste pour dire que parfois il faut aller plus loin pour préciser de quoi on parle quand on parle de culture, parce que sinon parfois on peut parler en pensant qu'on se comprend, alors qu'on ne parle même pas de la même chose. Donc il y a souvent une nécessité de préciser de quoi on parle par rapport à ça. Alors c'est important en France, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper trophié. Les chiffres ne sont plus tout à fait, mais ça reste à peu près ça. Je vais vous donner 110, c'est le nombre de millions qui sont injectés par la ville de Lyon en matière culturelle. C'est le budget de la culture. C'est 110 millions d'euros. Mais sur les 110 millions d'euros, sur les grands équipements dont on parle, opéra, auditorium, etc., c'est à peu près 105 millions d'euros qui va sur les équipements. C'est pas grand-chose pour Mais c'est partout pareil. Enfin, c'est pas une exception lyonnaise. Hein. C'est la politique de l'État, c'est la répartition entre ce qui va sur, on va appeler ça notre héritage, parce que c'est aussi un héritage. Les musées, un musée des Beaux-Arts, c'est quelque chose qui a été défini au moment de la Révolution française pour sortir un certain nombre d'objets, des cabinets de curiosité, faire que les œuvres soient mises à disposition de l'ensemble des citoyens. C'est ça qui fonde les musées des Beaux-Arts. Donc ça a plus de 200 ans. Donc on a des héritages de ce type-là. Peut-être qu'on doit se battre pour refaire des vrais biens communs, qui ont été utilisés. Hein, des vrais biens communs. Mais en tout cas, on a des héritages qui, en matière de politique culturelle, coûtent. Hein, c'est un équipement, ça coûte pour tout un tas de raisons. Il faut expliquer aussi les coûts, parce qu'il y a tout un tas de professionnels, il y a du boulot qui est fait, il y a des services qui sont faits, etc. Mais la réalité, c'est que voilà, sur 110 millions d'euros, il y a 105 qui passent sur le réseau des grands établissements. On va dire qu'il y a 4 millions et demi qui va sur l'aide à la création, c'est-à-dire aux créateurs en tant que tels, c'est-à-dire les compagnies de danse, enfin les petites compagnies, les moyennes, voire même un peu grandes, enfin, toutes les compagnies de danse, de théâtre, les artistes, tous ceux qui produisent de la création. Et puis, sur la manière de soutenir des projets culturels qui seraient plutôt issus de quelque chose qu'on peut appeler les acteurs de la diversité, qu'on peut appeler encore parfois socioculturels ou des choses de ce type-là, c'est 0,5 millions qui sont injectés. C'est-à-dire qu'il y a un héritage des politiques culturelles qui fait que, et une organisation française qui fait que les moyens publics importants sont plutôt sur les réseaux d'équipement, le secteur public de la culture, de l'aide aux créateurs et la reconnaissance de tout ça comme élément de culture, ça reste quelque chose qui est pas encore. Des questions ?
Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un échec de la politique culturelle française, parce que si l'argent est mis dans les grosses institutions, elle ne va pas vers les gens. À part quelques privilégiés qui peuvent se payer l'entrée de l'opéra, l'entrée des musées et tout ça. D'où l'idée de démocratisation de la culture, c'est-à-dire on met beaucoup et il faut qu'il y ait le plus de monde possible qui y accède. C'était un peu ça, la démocratisation de la culture. Elle n'est pas démocratique là. Langue, on parlait de langue tout à l'heure. Langue, les années après langue, l'idée c'était de dire c'est la démocratie culturelle. C'est-à-dire, il y a tout un tas de choses, c'est ambigu, hein, c'est toujours ambigu, mais il y a des choses qui viennent des communautés, et à l'époque on parlait des cultures issues de l'immigration, le hip-hop, enfin tout un tas de choses de ce type-là. En fait, il faut se nourrir des cultures qui viennent des différentes communautés et leur laisser prendre place aussi dans la grande machine institutionnelle culturelle. Donc il y avait cette idée-là aussi, en tout cas que les gens étaient porteurs de culture et que là pouvaient émerger des artistes avec des profils et des histoires qui seraient différentes. Voilà, aujourd'hui, je regarde l'heure, je réfléchis à ce que j'ai encore à vous dire. Mais il ne me reste pas beaucoup de temps en fait. Hein. Donc, il faut que j'aborde quand même la question des droits culturels, parce que c'était un peu ma mission. Hein. Donc, la notion de droit culturel, en fait, elle est simple. Je vais vous la faire en 3 minutes, comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est à partir de ça, la question des droits culturels, elle dit les gens sont au centre des politiques culturelles. Hein. Au centre de la culture, ce sont les gens qui sont là. Mais dans les droits culturels, ils appellent pas ça les gens, ils appellent ça les personnes. C'est important cette qualification en personne, parce que ça renvoie à la question d'être porteur de droit. Hein. La qualification de personne, ça renvoie à une personne porteuse de droit. Après, les gens, c'est moins. On est moins là-dessus. C'est des mots, mais je vais reprendre une conférence des spécialistes, enfin, très pointues, je me suis fait reprendre très fort, très méchamment là-dessus. Parce que moi, je suis les gens comme ça, mais non, la notion de personne est importante parce que ça renvoie à une personne porteuse de droit. En tout cas, vous regarderez, j'ai des slides avec les définitions, mais le document de référence s'appelle la déclaration de Fribourg. Si vous voulez aller, plus loin, c'est la déclaration de Fribourg, qui a été écrite en 2007. En tout cas, la déclaration de Fribourg, et donc cette notion de droit culturel, elle dit les personnes, individuellement ou en groupe, il y a cette notion-là, qui a été très débattue, ça en France, sur la notion de groupe, de communauté. Donc, les droits culturels disent, les personnes, individuellement ou en groupe, en communauté, ont le droit d'être porteurs de culture. Et quand on dit le droit d'être porteur de culture, ça renvoie à cette partie-là. Ça renvoie à ce droit d'être porteur de culture. Mais ce que je disais tout à l'heure, avec le droit de transmettre, un droit de transmission, de donner, de passer, de créer des conditions de préservation de sa culture, mais avec aussi les droits d'en changer, d'en sortir, d'y revenir, d'en avoir plusieurs. En tout cas, il y a cette notion de droit pour un groupe, pour une communauté d'avoir une culture. Et cette culture doit être reconnue. Donc, la notion de droit culturel. Et je le redis, qui est entré dans une loi française aujourd'hui par 2 entrées tout à l'heure. Donc, en tout cas, il y a cette notion de droit ici. La deuxième chose, c'est que les personnes ont le droit d'accéder à l'offre culturelle. C'est un droit, c'est posé comme ça. Le droit d'accès, la liberté et le droit d'accès à l'offre culturelle qui est produite sur son territoire. Et surtout, le droit de participer d'une manière active à
l'organisation de l'ensemble de la définition de la politique culturelle sur le territoire sur lequel on vit. Et donc, à l'intérieur de ça, pour aller un peu plus loin, ça veut dire un droit de participer aux réflexions, aux programmations, aux évaluations de ce qui se fait en matière de politique culturelle dans l'ensemble des domaines. Donc, on va dire que c'est ça, hein, les droits culturels. Il y en a des pages et des pages, mais les gens ont le droit d'avoir une culture, on reconnaît qu'ils ont une culture, ils ont le droit de la transmettre. Les gens ont un droit d'accès à l'offre culturelle et ils ont le droit de participer à la construction de cette offre culturelle et à son évaluation. C'est ça les droits culturels. Et ça fait 1000 débats. Ça fait des débats. Ce qu'on appelle les programmateurs de lieux culturels, ils disent mais c'est pas les gens qui vont programmer dans l'équipement culturel. Parce que moi j'ai appris, enfin les gens ne vont pas programmer de la danse, du théâtre, ils ne vont pas choisir les livres. Enfin, il y a tout un tas de questions comme ça qui se posent, mais vraiment. Donc du coup, jusqu'à quel point, quels sont les arguments, quelle est la place qu'on fait, comment on s'entend, mais ça renvoie aussi à des questions de ce type-là. Et puis, en France, on a tout le débat sur la question de laïcité, par exemple, hein, parce que les droits culturels disent le droit de chacun à exprimer sa culture dans l'espace public aussi, enfin, c'est un droit. En France, le débat sur la laïcité, il fixe quand même des limites sur la capacité de chacun à, dans certains espaces, dans certains endroits, d'être exprimé ou pas. Voilà. Donc il y a voilà, il y a des tensions quand même qui existent autour de ça, alors que c'est simple. Mais moi qui ai passé quand même pas mal de temps avec ces mêmes notions, avant, on a toujours parlé de participation, dans le cadre de la politique de la vie, on parlait de la participation des gens, de la mobilisation des gens, enfin de la manière de construire ensemble, co-construire, s'appuyer sur les... Après on a parlé de diversité, après on a parlé de démocratie culturelle, après on a parlé de... Aujourd'hui on parle de droit culturel, en fait ça fait 20 ans, 30 ans qu'on dit qu'il faut que les gens y participent plus, il faut qu'on les entende plus, il faut qu'on prenne mieux en compte les cultures qui sont différentes, les diverses, qui sont portées par les gens sur l'ensemble du territoire. Donc ça montre quand même que d'une certaine manière on n'avance pas sur ces questions-là, on change les mots, mais on change, on n'a pas tellement avancé par rapport à ça. Donc, voilà, enfin, on a des débats avec des gens sur le droit culturel. Enfin, du coup, maintenant, il y a beaucoup d'acteurs de la culture, de professionnels de la culture qui maîtrisent aussi complètement ça, faire des discours dessus. La réalité du fonctionnement et de la prise en compte effective des droits culturels, elle n'est pas dans son vraiment des enjeux, enfin, ce sont des vraies questions qui se posent. J'ai fini, presque. Hein. Je voulais vous parler plus de politique de la ville, mais si vous avez le temps, je le fais. Si vous êtes fatigué, arrête. Sur la politique de la ville, mais c'est pareil, je le fais juste à partir de ça, hein, juste pour faire très rapidement aussi. Donc la politique de la ville, pour faire rapidement, hein, c'est des territoires qui sont définis à l'échelle d'une métropole ou plutôt territoire urbain. Hein. Donc la politique de la ville, c'est des années 80, hein. C'est pas plus ancienne des années 70, mais ce qui déclenche la politique de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est les marches pour l'égalité qui est eu au début des années 80 en métropole lyonnaise. Hein. La première marche en 82, la marche des Minguettes, Vénitieux qui descend sur le centre-ville de Lyon pour dire nous en périphérie, nous ne sommes pas reconnus, nous sommes relégués, en particulier les jeunes issus de l'immigration, dans un contexte différent, hein, puisqu'il y a eu meurtre raciste, enfin, il y avait un contexte qui était différent. En tout cas, 82, première marche pour l'égalité, en plus avec un discours d'égalité. Hein, c'est
On veut accéder aux mêmes droits que tout le monde, être reconnu, on veut prendre place dans la société. Jeune issu de l'immigration qui descend de Vénissieux pour aller jusqu'au centre de Lyon. Et 84, deuxième marche pour l'égalité, qui part de Marseille et qui arrive à Paris, avec une partie des marches lyonnais. Ils partent à 10 et ils arrivent à 100 000. Donc c'est la traversée de la France à pied, qui arrive à 100 000. Ils sont reçus par François Mitterrand. Et de cette discussion-là et de cet espoir de reconstruire les banlieues, mis au banc de la société, se construit la politique de la ville, qui est de dire, bah oui, il y a des territoires qui cumulent un certain nombre de difficultés, et donc nous, État, on va se mettre solidairement avec les collectivités des villes qui souhaitent monter des programmes d'action et d'intervention renforcés sur ces territoires en matière sociale. Ça donne la politique de la ville qui s'appelait DSQ, les hauts mensuels des quartiers, après les hauts mensuels urbains, après contrat de ville, deuxième génération, CUX, enfin bref, il y a eu des noms différents. En fait, c'est toujours la même chose, c'est des territoires, une contractualisation entre l'État et les collectivités qui définit sur plusieurs années ce qui va être fait sur des territoires en matière sociale, urbaine, éducative, etc., avec normalement des moyens supplémentaires pour pouvoir conduire son activité. Donc, sur les questions culturelles, parce que la question de la culture, elle a été mobilisée dans le cadre de la politique de la ville. Je vais vous faire des étapes par rapport à ce schéma-là. Années 80, le volet culture de la politique de la ville, c'est on travaille sur les mémoires, les cultures émergentes, les cultures issues de l'immigration, enfin, les cultures des gens. On travaille dans le territoire, avec le territoire, pour le territoire. On travaille plutôt avec des acteurs du champ social qui vont partir des pratiques des gens, mais aussi du sentiment d'être relégué, de ne pas pouvoir s'exprimer, d'être reconnu, etc., etc. Donc il y a tout un travail dans les années 80 qui est plus lié à la question des mémoires, des identités de ces territoires, des parcours de migration, des parcours familiaux, tout ça peut mobiliser dans tous les sens, plus des fêtes de quartier, des événements sur le quartier, enfin des choses de ce type-là. Sauf que ça reste dans les quartiers, ça reste enfermé dans les quartiers, et ça ne produit pas de la relation au reste de la ville, au reste des territoires. C'est plutôt une logique d'enfermement, de reconnaissance, avec une approche sociale plutôt sur les identités. Je caricature. Je vous dis, je préfère vous dire, mais c'est un peu ça. Années 90, en plus de tout ce que j'ai dit, l'arrivée des artistes. C'est-à-dire que débarquent plutôt des jeunes, compagnies, etc., plutôt qui n'arrivent pas à se faire reconnaître par le système institutionnel, par les institutions, et qui n'ont pas de subvention de la culture, pour faire simple, qui investissent les territoires de la politique de la ville, parce qu'il y a des crédits différents, qui sont plutôt des crédits sociaux, ou développement social, ou des choses de ce type-là. Donc on a des artistes, des vidéastes, des cinéastes, des photographes, des auteurs, des gens du théâtre, de la danse, des plasticiens, beaucoup, qui investissent des territoires parce qu'à la fois il y a une matière, il y a des récits qui ont été déposés, il y a des mémoires, il y a tout un tas d'écrits, des gens qui ont été reconnus. Et donc il y a une jonction qui va se faire, une connexion qui va se faire entre des artistes et des territoires qui vont commencer à produire du contenu, à amasser du contenu. Ça, c'est les années 90. Mais le côté identité-mémoire, il persiste, hein, ça ne dépasse pas. Année 2000, se pose la question plutôt de la place des institutions culturelles. C'est-à-dire que, oui, on a travaillé sur la mémoire, les gens, la culture des gens. Oui, il y a des artistes qui ont mis des choses, qui ont produit des œuvres, des choses comme ça, sauf que les artistes qui ont produit des œuvres disent, nous, le truc qu'on produit en lien avec du participatif, en lien avec des gens, etc., les galeries ne nous reconnaissent pas, les institutions ne nous reconnaissent pas. Ce qu'on fait, on dit que c'est du socio-culturel, que c'est pas d'art, que ça n'a pas de valeur. Enfin, quelle est la valeur des œuvres produites sur du participatif dans des conditions qui sont des conditions territoriales et sociales différentes? Voilà, bref. Dans les années 2000, la question qui se pose, c'est plutôt quel est le rôle des institutions culturelles, avec plutôt une base qui est c'est le réseau institutionnel qui touche le plus de sous public, de l'argent public,
Donc ce réseau institutionnel doit aussi, au-delà de moi je suis un théâtre, je vais faire des œuvres et puis je vais les présenter. Moi je suis un musée, je vais conserver mes trucs, je vais faire des expos et je vais les présenter. La question se pose, c'est quel est le rôle que vous avez sur votre territoire dans des quartiers prioritaires, comment vous positionnez par rapport à des gens qui ont des histoires différentes, comment vous positionnez par rapport à des gens qui ont des revenus différents. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de questions qui se posent sur la place du service public de la culture, des équipements culturels, des institutions culturelles, dans des questions qui se posent à l'échelle de notre société. Qu'est-ce qu'on fait des inégalités, qu'est-ce qu'on fait des territoires sensibles, comment vous traitez ou pas la question de la relation entre filles et garçons, qui s'appelle l'égalité des femmes. Voilà. Enfin, il y a tout un tas de questions qui étaient posées plutôt d'un point de vue social et urbain, qui remontent là-dessus et qui dit, et avec comme question vos savoir-faire, vos compétences, etc., et vos moyens, comment vous pouvez les remobiliser aussi sur des questions qui sont des questions liées au développement de la culture. Le réseau de bibliothèques et de médiathèques a toujours été en avance sur ces questions-là. C'est vrai, je le dis, parce que c'est un réseau qui est en équipement culturel, ce sont les équipements qui sont ouverts toute la journée au cœur des territoires, donc de fait étaient confrontés beaucoup plus à la réalité. C'est pas la même chose qu'un lieu qui ouvre le soir, le week-end, pour accueillir le public qui va avoir un spectacle. Enfin, il y a une autre relation au territoire qui joue. Bon, voilà. C'est plutôt année 2000, ce qui a donné à Lyon la charte de préparation culturelle. C'est dans cet esprit-là. Année 2010, moi je le qualifierais plutôt comme un moment où on essaye de sortir et on va réparer les territoires. C'est le commencement de tout ce qui va être, on va dire, une tentative d'approche du développement durable de la cité, l'ensemble de la cité, plutôt que d'être sur de la seule réparation. Aujourd'hui, il y a des enjeux qui se posent à traiter le développement de la cité sur une approche de développement durable, où on devrait anticiper les questions environnementales, les questions éducatives, des questions sociales, des questions territoriales, des questions d'égalité, de lutte contre les discriminations. Enfin, il y a toute une palette de thématiques de travail qui sont développées, qui sont plutôt là pour construire, pour essayer de penser ensemble un territoire plus durable dans lequel la culture, l'art, la création ont un rôle à jouer. C'est peut-être compliqué. Et ça se traduit par un outil à l'échelle mondiale qui s'appelle l'agenda 21 de la culture, qui positionne le rôle des acteurs de la culture, de l'art et de la création comme des moteurs, des gens qui ont une possibilité de faire du mieux sur les territoires en traitant les thèmes que j'ai donnés. Voilà. Donc, années 80, on parle plutôt vraiment du quartier, de l'approche sociale, l'arrivée des artistes, la question de la place des institutions culturelles, et année 2010, la tentative d'écrire une histoire plus durable. Je ne vais pas développer plus. Les questions qu'il faut, c'est 2020. Qu'est-ce qui se joue? Moi, je pense que sur les questions qui sont en train dont je ne connais pas encore l'impact, c'est la question du numérique, franchement. En plus, on a vendu à tous les acteurs de la culture et à tout le monde que le numérique c'était super important. Si on a une approche environnementale de ces questions-là, c'est des choses sur lesquelles je travaille. Le bilan carbone à l'échelle mondiale, la question du numérique, c'est 4%. Le poids dans le bilan carbone à l'échelle mondiale, le numérique, les téléphones, nos smartphones, nos échanges d'informations, les serveurs, les data centers, tout ça, c'est 4%, ça pèse 4%. C'est plus que l'aviation, qui est entre 2,5-3%. On parle beaucoup des avions, un impact carbone négatif, mais aujourd'hui le numérique pèse plus que l'aviation. Et les perspectives, c'est une multiplication par 2 tous les 4 à 5 ans. C'est-à-dire que 4 ans, ça pèsera 8%, dans 8 ans, ça pèsera 15-16%. On
est sur une augmentation exponentielle de l'impact du numérique. Et on vend à tout le monde qu'il faut continuer, que tout... Donc il y a l'aspect environnemental, et puis surtout, je trouve, il y a, et ça c'est positif, enfin, la production de contenu aujourd'hui, elle est quand même à portée de tout le monde. Enfin, quelqu'un qui veut se lancer et produire du contenu, quand je dis produire du contenu, faire des petites vidéos, enfin, vous voyez, des trucs, mais on peut le faire plus ou moins bien. Mais aujourd'hui, la production de contenu, elle est pour tout le monde, et les plus jeunes générations, elles ne font que ça. Et elles ont du mal à se connecter avec la production de contenu artistique ou institutionnel ou culturel. Donc il y a une porte qui est ouverte, qui est formidable sur la production de contenu, à travers tous les outils qui ont été développés, les partages de contenu. Qu'est-ce que ça va donner? Franchement, je sais pas. Mais c'est super. J'ai un fils qui a combien? Il a 50 000 abonnés sur Instagram, 1 200 000 abonnés sur TikTok. Quand même. Il fait des vidéos qui sont 2 millions, 3 millions, 4 millions de fois. On est dans un truc. Et les plateformes sont en train de retourner pour rémunérer les producteurs de contenu aujourd'hui, avec des niveaux de rémunération, même pour des trucs un peu stupides des fois. Il produit du contenu qui marche et à l'audience, il a un mode de rémunération par les plateformes. Enfin bref, je pense que ça révolutionne ça change complètement notre rapport à la production, au contenu, parce que c'est encore différent de ce le cinéma, la musique, aller sur les plateformes, Netflix, tout. Là on passe dans des choses qui sont vraiment différentes, qui se déconnectent. Et une des choses sur lesquelles je travaille, c'est la demande auprès de l'UNESCO de faire classer toutes les datas qui ont été collectées par Facebook depuis sa création comme patrimoine de l'humanité. Parce qu'on rentre dans cette phase du numérique où on se déconnecte de la réalité, numérique et réalité. Et pour regarder par exemple quelque chose comme Facebook qui collecte auprès de plusieurs milliards de personnes depuis presque 20 ans maintenant. Tout ce que vous faites, c'est-à-dire si vous êtes sur Facebook, les placements, les photos, vos commentaires, vos vidéos, vos trucs, dans tous les trucs. Quand on additionne l'ensemble de ces datas, qui sont la propriété de Facebook, ça donne une vision de ce qu'est l'humanité. Pour le meilleur et pour le pire, hein. Mais en tout cas, voilà. Si un extraterrestre arrivait un jour, je pense qu'il comprendrait mieux qui on est en rentrant dans les datas collectées sur des milliards de personnes pendant 20 ans. Ça fait peur, non? Clairement, les pyramides d'Égypte. Enfin, je sais pas, quel est le truc qui dit le mieux ce qu'on est, qui a valeur universelle pour les générations futures. On a de la donnée qui est collectée, qui sera exploitable, qui sera qui décrit parfaitement ce que c'est que l'humanité du début du XXIe siècle. Voilà. Donc voilà, enfin, la question du numérique, c'est vraiment sur les 10 ans qui viennent, il y a vraiment des choses à travailler sur les questions du numérique. Et puis l'impact environnemental, je pense qu'on va être rattrapé beaucoup plus vite que ce qu'on attend sur tout ça. Et la culture, elle pèse aussi sur vraiment des choses à réfléchir aussi dans le métier. Voilà. Merci.